Prenez des forces, Jérôme Fourquet, parce que voilà, vous allez parler pendant 45 minutes. Alors, je vais vous présenter très brièvement, on vous connaît pour la plupart. Vous êtes politologue, vous dirigez le département opinion et stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP depuis 2011. Vous avez publié plusieurs ouvrages, et je cite quand même le dernier, celui-là, La France sous nos yeux, que vous avez coécrit avec Jean-Laurent Casselli, qui est vraiment un ouvrage remarquable pour tous ceux qui s'intéressent à la fois à la sociologie, l'économie et évidemment la politique de la France depuis ces dernières années. Donc vous êtes un observateur, je dirais, sans concession de la société française, de ceux qui la composent, de ceux qui la dirigent, et j'irais même de ceux qui essayent de la diriger. Jérôme Fourquet, ce soir, vous allez nous décrypter les métamorphoses françaises, voilà, avec 2 thèmes principaux qui vous tiennent à cœur et qui nous interpellent tous. D'abord, le nouvel aménagement du territoire et évidemment, la question qui nous traverse tous à l'esprit depuis ces dernières semaines, sommes-nous à l'aube d'un processus de décivilisation? Jérôme Fourquet, je vous laisse la parole. Juste avant, je suggère, enfin, en tout cas, le public pourra assister à une dédicace des ouvrages à la sortie, donc à l'issue de la soirée. Et pour le moment, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour votre invitation et merci pour votre présence. Donc effectivement, dans le délai imparti, on va essayer de réfléchir ensemble sur des transformations assez profondes que le pays a connues au cours des dernières décennies. Et donc on va s'appuyer pour ce faire à la fois sur des données d'enquête, des données de sondage, puisque je travaille à l'Institut IFOP, mais vous allez voir qu'on va brasser aussi beaucoup d'autres sortes de statistiques pour essayer de réfléchir sur ces métamorphoses qui ont considérablement modifié le paysage. Alors, tout d'abord, sur ce nouvel aménagement du territoire, l'idée qu'il faut qu'on retienne, c'est que ce nouveau territoire, en fait, il est construit autour de choix économiques qui se sont déroulés au cours des dernières décennies et qui a été marqué, en fait, par le passage d'un modèle économique à un autre, c'est-à-dire une économie qui était encore irriguée par la question de la production, l'industrie, l'agriculture, jusqu'au milieu des années 80, à une économie qui tourne aujourd'hui essentiellement autour de la consommation, du tourisme, de la logistique, de l'immobilier et des services à la personne. Et tout ça, bien évidemment, a redessiné en profondeur tous nos territoires, et vous en avez eu une illustration dans votre belle région. Si on devait retenir une période, parce que des processus comme ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, le basculement d'un modèle à un autre, si on devait retenir un moment un peu emblématique de ce passage de l'économie de la production à l'économie de la consommation, on pourrait retenir la période du printemps 1992. L'exemple ne sera pas lyonnais, il sera parisien, il sera francilien. Le 31 mars 92, c'était la fermeture définitive de Renault-Billancourt, la grande citadelle ouvrière qui a marqué notre histoire sociale et politique et économique. Sur l'île Seguin, la grande usine automobile, il y avait encore en mars 92 4000 salariés qui travaillaient à Billancourt. Ils avaient été plusieurs dizaines de milliers dans les décennies passées. Ça, c'était le 31 mars. Le 12 avril de la même année, donc moins de 2 semaines plus tard, à l'autre bout de l'île de France, inauguration en grande pompe de Disney, Euro Disney, Disneyland Paris. 16 000 salariés aujourd'hui. C'est le premier employeur monosite de France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent par exemple pour Sanofi dans votre région ou pour Airbus à Toulouse. Mais sur un seul site, c'est aujourd'hui Disney qui est le premier employeur. Il faut bien ça pour accueillir les 16 millions de visiteurs par an que reçoit Disney. Et donc Disney a reconfiguré complètement l'Est francilien puisqu'on a fait venir le TGV, l'autoroute, le RER. On a donné à Mickey d'énormes réserves foncières qu'il se charge d'aménager avec un goût très particulier de l'urbanisme. Et donc, on est passé en 15 jours de Billancourt à Disney. Donc, c'est pour montrer le basculement d'un modèle à un autre. Alors, je referme la parenthèse enchantée de Disney pour revenir à ce processus qui est un peu moins joyeux, puisque le passage d'un monde de la production à un monde de la consommation, en fait, c'est une autre appellation, c'est la désindustrialisation. Quand on parle de désindustrialisation, on est souvent victime un peu de ce qu'on pourrait appeler des images rétiniennes, c'est-à-dire des images qui nous collent au cerveau, qui ne sont pas fausses, mais qui sont datées. Si je faisais un sondage parmi vous ce soir, en vous demandant à quoi vous pensez, si
On parle désindustrialisation. Je pense qu'on parlerait de décharbonnage du textile dans le Nord-Pas-de-Calais, de la construction navale dans un certain nombre de ports, de la sidérurgie en Lorraine. Et tout ça serait vrai, c'est des vraies réponses. Sauf que ça nous ramènerait aux années 70 et ça nous laisserait à penser que l'essentiel du sale boulot, entre guillemets, de la casse, s'est opéré à ce moment-là. Si on veut filer la métaphore métallurgique, la question de la désindustrialisation, en fait, c'est un process de coulée en continu qui ne s'est jamais interrompu depuis cette période. Vous avez sur cette carte la localisation des 940 sites industriels de plus de 50 salariés que la France a vu fermer depuis 2008. 2008, c'est la dernière grande crise économique qu'on ait connue. On a perdu 940 usines entre 2008 et 2020, ce qui est colossal. Et vous voyez que tous les territoires ont été concernés. Quand une usine ferme, vous le savez, c'est à la fois les emplois directs et indirects qui disparaissent, mais c'est bien plus que ça. On s'est appuyé dans notre livre là, sur les travaux d'un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémont, qui avait travaillé sur cette France industrielle et qui nous disait, en fait, dans ces villes industrielles, il y avait toujours le même triptyque. La première pointe du triangle, c'était le site industriel, l'usine, le site de production. La deuxième pointe du triangle, c'était la cité ouvrière qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Les mauvaises langues ajoutent pour contrôler aussi un peu ce qui se passait dans cette population. Et puis la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le rugby au sud, le foot au nord. Si vous allez à Sochaux, le stade s'appelait le stade de la Forge. Il avait été construit, le stade de foot, sur l'emplacement d'une ancienne forge. Plus près de chez vous, à Clermont-Ferrand, le stade de rugby, il est aux portes des usines Michelin. Et donc quand ces usines ont fermé, en fait, c'est tout ce monde-là qui s'est effondré et qui a laissé un énorme vide. Ce vide, on le voit dans la mesure où, aujourd'hui, dans pas mal de ces anciennes villes industrielles, eh bien, on se tire la bourre entre la grande surface du coin et l'hôpital public pour avoir le statut de premier employeur local depuis que l'usine a fermé ses portes. Ça, c'est le premier pilier de notre économie productive qui s'est affaibli. Il y en a un deuxième qui, lui aussi, a beaucoup souffert, qui est le pilier agricole. Là aussi, nous sommes souvent victimes d'images rétiniennes, en ce sens que, on va se dire, il est gentil, mais l'exode rural, le remembrement, la mécanisation des exploitations, tout ça, c'est les années 50, 60, 70. C'est pas faux. Sauf que, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Et quand vous regardez les chiffres du recensement, en 1988, donc il y a une génération, on a encore 1 million d'exploitations agricoles en France. Ça veut dire que dans beaucoup de ces communes rurales, les agriculteurs et leurs familles pèsent encore 30 à 35% de la population locale. Elles sont déjà minoritaires, mais comme on dit dans le milieu de la bourse, à 35%, c'est la minorité de blocage. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Et c'est souvent, à l'époque, encore le principal groupe social dans la commune. Vous aurez sans doute quelques exemples locaux en tête. C'était d'ailleurs pas un hasard si souvent c'était un agriculteur qui était le maire de la commune en question. Il y avait le droit d'aînesse, ils étaient là depuis 10 générations, et ils étaient encore nombreux, ils avaient le foncier. Aujourd'hui, en 2020, on a 380 000 exploitations agricoles en activité, et donc on a perdu 2/3 de l'effectif agricole en une génération. Ce qui fait que même dans ces communes rurales, à 20, 30, 40 km de Lyon, eh bien, aujourd'hui, les agriculteurs et leurs familles, quand ils représentent 10% de la population locale, c'est le bout du monde. Et ces communes ne sont plus véritablement à vocation agricole. Ça ne se voit pas encore complètement dans les paysages, parce qu'en général, c'est l'agriculteur qui est encore en activité, qui a repris tout ou partie des terres de ceux qui fermaient leur exploitation au moment du départ à la retraite. Mais la sociologie de ces communes a bougé. Notre économie française, elle n'est pas restée les bras ballants face à l'affaiblissement de ces deux piliers productifs historiques. On a d'autres secteurs qui ont pris le relais depuis les années 80 et qui se sont considérablement renforcés. Comme je vous ai parlé du passage à une économie de la consommation, il y a un secteur qui est emblématique de tout cela, qui a organisé ce grand pivotement, qui en a profité. C'est bien évidemment le secteur de la grande distribution. Là encore, l'histoire ne commence pas dans les années 80. La saga de la famille Leclerc, le père de celui que vous voyez matin, midi et soir à la télé, en Bretagne, Landerneau, c'est les années 50, la saga des Leclerc. Mais
c'est à partir des années 80 qu'ils ont tous passé la surmultipliée en termes de déploiement sur le territoire. Je vous ai pris un exemple de ces groupes. On n'a pas pris les leaders exprès, on a pris un milieu de tableau. Intermarché. Intermarché, en 1980, ils ont 310 magasins en France. 10 ans plus tard, ils en ont 1385. Donc je vous laisse faire rapidement la division dans votre tête. Ça fait 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez la cadence de déploiement de l'entreprise. 2 inaugurations par semaine pendant 10 ans. Ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisqu'on a encore rajouté 500 points de vente entre 90 et 2020. Ils ont donc aujourd'hui plus de 1800 magasins en France. Ils revendiquent sur leur site internet une présence ou une densité d'un magasin tous les 14 km. Leurs concurrents ne sont pas en reste, ils se sont eux aussi très fortement renforcés sur le territoire. On a fait un espèce de grand Yalta, à certains groupes plutôt les centres-villes, à d'autres comme Intermarché plutôt les sous-préfectures ou les chefs-lieux de canton. Et aujourd'hui, chaque chef-lieu de canton qui se respecte se doit d'avoir son supermarché. Élément paysager emblématique de ce basculement que le monde entier nous envie, la zone commerciale de périphérie, qui a fleuri en entrée et en sortie de toutes nos villes en l'espace de 30 à 40 ans. Avec bien évidemment le rond-point qui va bien pour desservir tout ça. L'aménagement du rond-point étant laissé à la discrétion des élus locaux. Et donc vous voyez que c'est le cœur battant aujourd'hui de cette société française contemporaine. 70% des Français font leurs courses dans ces zones commerciales de périphérie. Des centaines de milliers d'entre eux y travaillent. Et le navire amiral de cette zone commerciale de périphérie, ça reste la grande surface. Quelques années après, sont venues s'installer toutes les boutiques franchisées, articles de sport, etc., équipements de la maison, puis des activités récréatives. Le laser game, le bowling, la piscine, la patinoire, et parfois aussi le cinéma. Alors là, je ne l'ai pas là-dessus, mais le cinéma, on avait 2 multiplex en France en 1993, 2 cinémas multiplex, on en a 230 aujourd'hui. Et donc c'est là aujourd'hui encore où ça se passe dans notre société française, c'est les zones commerciales de périphérie. C'est le cœur battant du pays. D'ailleurs, un certain nombre de nos concitoyens ne s'y sont pas trompés. Un certain mois de novembre 2018, les Gilets jaunes, quand ils sont partis en mobilisation, ils ne se sont pas donné rendez-vous place Bellecour ou avenue du Général de Gaulle, c'était le rond-point de Decat ou le parking de McDo qui a servi de point de ralliement. Parce que c'est là où ils font leurs courses, c'est là où ils vivent. Et c'est là où ils se sont dit que c'est là où leur effort allait le plus porter en termes de revendication et de contestation. Autre secteur économique qui s'est beaucoup renforcé, et aussi en partie dans le sillage de la grande distribution, et on le connaît bien dans des territoires comme les vôtres, c'est le secteur de la logistique. Parce qu'il faut bien, dans une société qui consomme de plus en plus et qui produit de moins en moins, qu'on achemine, qu'on stocke et qu'on distribue les objets et les marchandises. Si on continue notre investigation paysagère, là c'est le rond-point d'après Intermarché, et vous allez en direction de l'autoroute, immanquablement tomber sur la grande boîte à chaussures métallique. Dans le jargon, un EPL, un entrepôt plateforme logistique, vous en avez 4500 de plus de 5000 m² en France. On a aujourd'hui, et on le voit aussi, autre indice paysager, sur toutes nos autoroutes, les norias permanentes de camions. Et vous êtes bien placé ici dans la vallée du Rhône pour savoir de quoi on parle. On a en France 400 000 chauffeurs poids lourds, 400 000 chauffeurs plus exactement. Donc dans cette France contemporaine, vous avez plus de chauffeurs que d'agriculteurs, pour qu'on ait des ordres de grandeur. Et vous voyez le poids de cette logistique. Il a fallu donc qu'on installe tous ces entrepôts pour desservir nos très nombreuses zones commerciales, mais nous sommes maintenant en saison 2 ou 3 de la société de consommation. On a migré, on a rajouté une brique à la zone commerciale avec la livraison à domicile et le e-commerce, qui a été une véritable révolution ces dernières années, comme le montre cette courbe qui retrace la progression du chiffre d'affaires du secteur du e-commerce en France. Un peu plus de 8 milliards en 2005, 129 milliards en 2021. Vous voyez le nombre de colis, d'enveloppes, cartons que ça représente.
Et donc, il y a des centaines de milliers de salariés qui travaillent pour stocker, trier, livrer ces paquets, puisque maintenant, il ne s'agit pas uniquement de desservir le point de vente, mais de livrer le consommateur jusqu'à chez lui. Un sociologue qui travaille sur les catégories populaires de cette France contemporaine avait cette formule en disant « Les ouvriers n'ont pas disparu, sauf qu'aujourd'hui, ils ne fabriquent plus d'objets, ils les stockent et ils les livrent ». Et donc, quelque part, le gilet jaune a remplacé le bleu de travail et l'entrepôt a remplacé l'usine de montage. Donc, c'est le deuxième gros pilier de cette économie de la consommation, c'est ce secteur de la logistique. On a un troisième secteur qui s'est aussi considérablement renforcé, du fait notamment du développement de toute l'économie des loisirs et du tourisme. Ce secteur, c'est celui des parcs à thème, parcs d'attractions et autres, qui sont devenus eux aussi, dans leur territoire respectif, de véritables locomotives économiques. Donc on va quitter l'Île-de-France et se rapprocher, pas vraiment de chez vous, mais on va être en province, dans le département du Loir-et-Cher, 41, qui a eu pendant très longtemps une vitrine touristique de première importance qui s'appelait le château de Chambord. Sauf que depuis 2012, ils ont une nouvelle locomotive touristique qui est plus puissante que Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et on a pu dater au carbone 14 quand est-ce que la couronne avait changé de tête. Donc nous sommes en 2012. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Eh bien, le gouvernement chinois, dans sa grande mansuétude, prête à la France un couple de pandas géants. Les Chinois, ils font que prêter. Ils prêtent un couple de pandas géants. Et donc, c'est le zoo de Beauval qui se débrouille pour les récupérer. Il y a une série télé, une saison au zoo, qui se passe là-bas. Il fait presque aussi bon que chez vous, dans le Val-de-Loire. Les pandas s'acclimatent parfaitement. Ils donnent naissance à 2 bébés pandas. Brigitte Macron est la marraine des bébés. Et vogue la galère, on passe le 1 million de visiteurs en 2012. 1 million de visiteurs au zooparc de Beauval. La courbe bleue ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. On a atteint 1 550 000 visiteurs en 2018. Et l'année dernière, première année post-Covid, ils ont tapé les 2 millions d'entrées à Beauval. C'est une entreprise complètement privée qui emploie 850 salariés en vitesse de croisière, 2000 l'été avec les saisonniers, ce qui fait du zooparc de Beauval le premier employeur privé de tout le sud du département du Loir-et-Cher, depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003. Donc on retombe sur la question de la désindustrialisation. Dans un rayon de 30 à 40 km autour de Beauval, donc la commune s'appelle Saint-Aignan, c'est une petite commune, toute l'infrastructure d'hébergement, les gîtes, le Airbnb, les campings, les hôtels, tout ne tourne que pour et par Beauval. On réfléchit du côté des autorités locales à l'opportunité de créer une bretelle d'autoroute pour desservir Beauval, pour que la clientèle qui vient du nord de la France et de région parisienne aille plus vite sur le site. La concurrence a parfois du bon. Vous voyez que la courbe rouge, qui était restée assez atone, s'est mise elle aussi à progresser ces dernières années, comme si Chambord s'était mis un peu dans la roue des pandas. Puisque les gens qui viennent de Lyon ou de Paris, qui vont voir les pandas avec leurs enfants, ils y vont, ça fait quand même une trotte, donc on y va sur un week-end. Et le samedi, on va voir les pandas, puis le dimanche, on dit mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le 41? Donc on tapote sur Internet, et on se rend compte qu'il y a un truc qui s'appelle le château de Chambord, qui paraît-il vaut quand même le détour, et donc on va chez Chambord. Et donc si vous êtes le patron de l'office du tourisme du 41, ou si vous êtes le président du conseil départemental de ce beau département, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de la santé des pandas, qui sont devenus la poule aux odeurs de votre département. Et donc, vous voyez le poids de cette économie touristique et récréative dans notre nouveau modèle économique. Autre élément tout à fait spectaculaire, l'implantation a été complètement fortuite. À Beauval, c'est une propriétaire, créatrice de ce parc animalier qui avait acheté un terrain dans le coin. Mais on n'est pas au pied des montagnes comme chez vous, on n'est pas au bord de la mer. Et donc, il n'y avait rien. C'est les pandas et c'est le zoo qui ont fait venir les gens. Et donc, comme on dit dans le jargon des aménageurs, ils ont créé la destination. C'est-à-dire, ex nihilo, vous installez quelque chose, et si l'offre touristique et ludique est si suffisante, vous allez drainer les flux et faire arriver dans votre territoire des touristes, des visiteurs, et donc générer une activité économique importante.
Autre façon de voir les choses, quatrième secteur, excusez-moi, après la grande distribution, la logistique, l'économie récréative, il y a tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Et on en sait quelque chose dans votre belle région de cette question immobilière. Je ne me prononcerai pas ce soir devant vous pour savoir s'il existe encore une lutte des classes en France. Chacun aura son avis. En revanche, nous, on est sûr d'un truc, c'est qu'il y a une autre lutte qui est très sourde et qui traverse toute la société, qu'on a appelée la lutte des places. Il y a à peu près 15% de Français qui déménagent chaque année, pas toujours les mêmes, hein, ça tourne. Et donc, chacun aspire à pouvoir se loger sa famille dans les coins les plus sympas du territoire. Parce que bien évidemment, tout l'Hexagone n'est pas aussi désirable. Il y a une inégale désirabilité des territoires. Tout en haut de l'échelle, on a ce qu'on pourrait appeler la France triple A, la France instagrammable, celle où on veut partir en vacances, celle où on voit Lyon de très haut, là, sur les Monts d'Or, par exemple. Et puis tout en bas, on ne citera aucune commune, il y a la France moche, celle qui est après le 3e entrepôt, à côté de la vieille zone industrielle, ou dans un vieux bassin agricole déprimé. Et entre les deux extrêmes, vous avez 50 nuances, comme dirait l'autre, et chacun aspire à pouvoir se loger dans l'échelon le plus haut possible de l'échelle de désirabilité territoriale, ce qui est assez humain. Sauf que souvent, quand on prospecte sur cet échelon élevé, assez rapidement, on se dit qu'on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre et que c'est quand même super cher, les Monts d'Or. Bon, et donc, la mort dans l'âme ou la queue entre les jambes, c'est selon. Vous rabaissez un peu vos prétentions et vous descendez d'un échelon. D'où, à votre tour, vous allez évincer un autre ménage qui gagne un peu moins bien que vous et qui va, à son tour, se cascader dans l'échelon N-2. Et ainsi de suite. Et donc, on a cette très forte bataille immobilière pour pouvoir accéder et se loger dans les endroits les plus agréables de France. Alors, est-ce qu'on peut faire la carte de cette inégale désirabilité? On s'y est risqué, et c'est le résultat que vous avez sous vos yeux. Alors, comment on a fait? Il y a un indice qui marche assez bien, c'est le prix du mètre carré. On peut faire cette carte-là. Nous, on a pris une autre méthode. On est parti du principe que les 35 000 communes françaises n'avaient pas toutes un office du tourisme, mais elles ont toutes une page sur Wikipédia. Et donc, on est allé regarder, c'est un statisticien de génie, Mathieu Garnier, qui nous a aidés là-dedans. Il a été aspiré 10 années de trafic sur les 35 000 pages Wiki des 35 000 communes françaises. Partant du principe que les communes qui font le plus de clics sont sans doute les plus désirables, celles sur lesquelles on se renseigne, on va partir en vacances, on voudrait y aller habiter. On a reparamétré tout ça en fonction de la taille de la commune. Les communes les plus importantes vont faire plus de clics. Et donc, vous avez la carte ci-dessous. Donc, en trait rose, vous aurez reconnu notre France triple A, le cœur des grandes métropoles, les littoraux, les zones de montagne, la France du soleil, le sud, et à l'inverse, la France qui fait le moins de clics, les périphéries des grandes métropoles, les endroits où il n'y a pas vue sur mer, on n'est pas loin de la mer, mais il n'y a pas vue sur mer, donc juste derrière la côte. Le pied des montagnes, vous voyez dans votre belle région, toutes les traînées noires, c'est les fonds de vallée. Et puis, un peu comme Madame Météo, toute la partie nord-est du pays où il y a moins de soleil. Et donc, on comprend aussi pourquoi ça bouchonne toujours chez vous en juillet et août. C'est toute la zone noire qui descend dans le rose. Et donc, comme ça passe chez vous, ça bouchonne un petit peu. Certains se sont dit qu'avec le Covid, avec le télétravail, et à la suite des confinements, ça allait être la revanche des villes moyennes, qu'on allait assister à un départ des grandes métropoles et que la population allait se redistribuer harmonieusement. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que historiquement, vous aviez deux catégories de la population qui pouvaient choisir d'habiter là où elles souhaitaient. C'était les retraités aisés, et donc, on n'a rien contre Vesoul, mais ils étaient plutôt attirés par Vannes ou Saint-Tropez, parce que la pension de retraite, elle tombe dans l'un ou l'autre endroit, donc il vaut mieux être au bord de la mer. Et la deuxième catégorie, c'était les professions libérales, notamment les professions médicales, qui peuvent s'installer un peu partout parce qu'il y a des patients ou des clients partout en France.
Le télétravail a mis sur le marché de la mobilité résidentielle une troisième catégorie de la population, c'est les cadres télétravailleurs. On a juste un petit problème, c'est qu'ils ont exactement les mêmes goûts immobiliers que les deux autres catégories. C'est-à-dire la mer, la montagne et pas trop loin du TGV. Et donc ça bouchonne aussi très fortement et ça explique par exemple pourquoi sur tout le littoral atlantique, les prix de l'immobilier ont explosé alors qu'ils étaient déjà élevés puisqu'il y a cette troisième catégorie qui s'est mise en mouvement. Donc vous voyez le poids de cette économie à la fois touristique et immobilière dans le réaménagement de nos territoires. Je vais maintenant, pour essayer de tenir le délai imparti, on va changer complètement de sujet, ça va être un peu moins joyeux, et on va s'interroger sur cette idée de éventuelle décivilisation. Alors, on va s'expliquer sur le terme. En sociologie, il y a un grand sociologue qui s'appelait Norbert Elias, qui avait beaucoup travaillé historiquement sur ce qu'il avait appelé un processus de civilisation à partir de la sortie du Moyen-Âge en Occident. On montrait comment, petit à petit, les règles de savoir-vivre, les règles de bienséance à table, la politesse, comment on avait proscrit les duels, etc., petit à petit avaient modifié la psychologie collective, nos comportements, et avaient canalisé toutes les pulsions, les affects, et renvoyé un peu dans l'arrière-cour les pulsions les plus violentes. On avait, dès le plus jeune âge, appris à gérer sa frustration, etc., etc. Et donc, il appelait ça, lui, le process de civilisation. Nous, au regard de toute une série d'indicateurs, on s'interroge sur le fait de savoir si ce grand vernis civilisationnel, il n'est pas craquelé un peu de partout aujourd'hui. Vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, élus, je pense que ça doit vous parler, et on voit que dans les règles de bienséance entre les gens, les interactions au quotidien entre voisins, entre un administré et son élu, entre deux automobilistes à un feu rouge, etc., entre des contrevenants et des membres des forces de l'ordre, les règles de civilité ont beaucoup reflué. Et donc on a ces tensions, cette électricité qu'on ressent dans la société, mais qui vient de très loin. Alors je vais vous donner quelques exemples, et on avait travaillé à ça avant les derniers épisodes d'émeutes d'il y a 15 jours. Donc vous voyez par exemple sur la période 2004-2020 l'évolution du nombre de policiers qui ont été blessés en mission. Donc ça a beaucoup augmenté. Alors il y a eu un pic en 2018, début 2019 au moment des Gilets jaunes. Ensuite on est retombé. Mais vous voyez que par rapport à 2004, on est quand même sur 1 millier de policiers blessés en moyenne en plus chaque année. D'aucuns se diront, bon, c'est des policiers. Pas l'idée de dire que c'est pas grave, mais de dire ils sont là pour faire appliquer la loi, ils sont quand même en première ligne, ils sont au carton, donc peut-être qu'on peut intellectuellement en partie comprendre cette agressivité. Mais vous avez le même phénomène vis-à-vis des pompiers, où là aussi, vous voyez que les pompiers agressés en mission, ça a été multiplié par quasiment 4 en l'espace de 10 ans seulement. Et ils ne sont pas chargés de faire respecter la loi ou de coller des amendes. Ils sont là pour aider et sauver les gens. Et donc on dit comment se fait-il que voilà. Donc il y a des choses qui ne se faisaient pas et qui se font. Vous êtes élus et l'AMF a mis en place une enquête annuelle pour faire le dénombrement des incivilités, agressions verbales ou physiques dont vous pourriez être les victimes. Et là aussi, les indicateurs sont au rouge. Et donc, on peut s'interroger sur d'où vient cette montée des tensions et le fait qu'un certain nombre de tabous ou de barrières soient tombés. Si on se fie aux travaux d'Elias, force est de constater qu'en fait, ces règles de conduite, elles sont très précocement incorporées ou non par les individus dans une bonne partie du travail qui s'effectue dès le plus jeune âge. Et donc, force est de constater que les méthodes d'éducation, la façon dont on élève collectivement les enfants aujourd'hui, manifestement, on a parlé de l'enfant roi, le fait qu'on ne se confronte pas forcément à l'autorité, qu'on soit capable d'affronter un non, qu'on dise bah non, ça ne va pas être comme ça. Tout ça marche un peu moins bien qu'il y a 30 ou 40 ans. Alors on peut dire, bon, c'est un peu des élucubrations, mais on peut se baser sur des chiffres. On a retrouvé à l'IFOP une enquête qui date de 1973
qui était une enquête qui portait auprès des enseignants en collège et lycée. Et on leur demandait s'ils arrivaient systématiquement, la plupart du temps, de temps en temps ou difficilement, à faire régner la discipline dans leur classe. À l'époque, 73, vous avez 6 enseignants sur 10 en collège-lycée qui vous disent « j'ai aucune difficulté à faire appliquer la discipline dans ma classe ». Et à peu près 15 à 20% qui vous disent « la plupart du temps, j'y arrive ». On a reposé la question l'année dernière. On est à peine à 25 ou 30% d'enseignants qui disent « j'arrive systématiquement à faire régner la discipline dans ma classe ». Alors on peut se dire que les profs sont peut-être un peu moins formés à ces méthodes qu'il y a 30 ans ou 40 ans. On peut aussi voir que les enseignants d'aujourd'hui n'ont plus face à eux le même type d'élèves qu'ils avaient à gérer il y a 40 ans. La France, les élèves qui étaient au collège ou au lycée au début des années 70, ils avaient été entre guillemets éduqués et formatés dans leur famille dans la France des années 60. Dans une société où on était encore dans ce qu'on pourrait appeler un espèce de bonheur différé. C'est-à-dire qu'avant de récolter, il faut semer. Tout ça ne se fait pas en un jour. Il y a des principes d'autorité, il y a du temps long, etc. etc. Toute cette économie psychique, aujourd'hui, elle s'est considérablement modifiée. Ça, c'est pour le plus jeune âge. Et puis quand l'enfant devient adolescent, puis ensuite adulte, il a été formaté comme ça. Et ensuite, il évolue dans une société, on a parlé de la grande distribution tout à l'heure, une société de la consommation où le client est roi, où une grande marque de shampoing et de produits esthétiques martèle depuis 30 ans que vous le valez bien. Une autre avec un grand M qui vend des burgers vous dit mais vous venez comme vous êtes. Et donc le client est roi. Dès qu'il paye, il fait ce qu'il a envie de faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la livraison à domicile. Aujourd'hui, vous notez le livreur. Si la pizza est un peu froide, vous lui mettez une mauvaise note. Si le colis n'est pas à l'heure, etc., etc. Donc on est dans le juste à temps. Et donc, enfant roi, client roi. Et vous voyez qu'il y a une sacralisation du moi, en fait. Et donc, tout ce qui va limiter l'exercice de mes désirs, tout ce qui va me frustrer, tout ça est de plus en plus difficilement supportable. Et toute une partie de la population, comme elle ne le supporte pas, eh bien, elle pratique ce qu'on appelle dans le langage courant le pétage de plomb. Vous voyez comment cette expression « péter les plombs » s'est imposée dans le discours commun. Il y a aussi péter un câble. Péter un câble, ça vient de la marine. Vous savez, c'était le bateau qui est accroché, qui est amarré. Quand il pète un câble, c'est que la tension était trop forte. Et ensuite, le bateau part à la dérive et il est ingérable. C'est pas pour rien si pétage de pont, pétage de câble font partie des expressions qui sont les plus usitées aujourd'hui. Je vous ai présenté sur ce graphique les résultats d'un sondage qu'on a fait il y a 1 an et demi, où on demandait à un échantillon de Français, est-ce qu'il vous arrive parfois, et c'est souvent, de devoir renoncer à acheter un produit, un objet qui vous faisait envie. C'est trop cher, et donc vous n'y arrivez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on se rabat sur un produit moins cher, soit on en prend un d'occasion, soit on renonce tout bonnement, soit on prend son mal en patience. Et donc, à ces très nombreux Français, plus de 70% à qui ça arrive d'être dans cette situation, on a demandé, quand ça vous arrive, quelle est votre première réaction, votre premier ressenti? Et donc, le premier ressenti, vous voyez en rouge, pour une partie de la population, c'est la frustration. Et vous voyez comment les chiffres évoluent, c'est-à-dire que jusqu'à la population de 50 ans, le réflexe qui domine, le sentiment qui domine, c'est la frustration. Le deuxième sentiment qui est assez répandu, c'est celui de la résignation. C'est pas grave, on fera autrement. Voilà. J'ai appris à gérer mes affects. Ça, c'est ce qui domine parmi les générations qui ont plus de 50 ans. Et donc, vous voyez là aussi ce basculement de l'économie psychique de notre pays. Alors, il n'est pas propre à la France. Et le fait que voilà, qu'on soit dans ce pétage de plomb et dans cette incapacité à gérer, ou plus grande difficulté à gérer les frustrations. Alors ça s'exprime encore une fois dans tous les compartiments de la société, les relations entre les parents d'élèves et les enseignants,
entre les maires et leurs administrés, entre des clients qui ont payé, donc qui ont droit, et les professionnels ou les salariés d'entreprises qui sont là pour leur vendre un produit ou un service, etc., etc. Mais ça vaut aussi au plan national et au plan politique, avec une relation de plus en plus tendue avec nos élus, notamment nos grands élus. Et il y a un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, qui a écrit un livre, et récemment il en a écrit plusieurs, mais un qui s'appelle « Comment gouverner un peuple, le peuple d'enfants rois ». Comment on gouverne ça? Et donc vous voyez que la crise des Gilets jaunes, ou tout ce que nous avons vécu depuis, eh bien quelque part, c'est aussi, si on poursuit, on pousse un peu le fil, une conséquence indirecte de ce processus de décivilisation qui, encore une fois, n'est pas propre à la France, mais qui se manifeste quand même assez fortement chez nous. Les émeutes, peut-être, ont touché à deux mots. Pas prévu d'en parler quand on avait préparé cette réunion, mais on a été rattrapé par l'actualité. On est dans le cas extrême de ce processus-là, plus on est aussi dans d'autres logiques. On a cartographié les phénomènes et on a comparé les choses à 2005. Les précédentes grandes vagues d'émeutes, l'automne 2005. À l'époque, il y avait 433 communes qui avaient été touchées. Cette année, on était à 533. Donc on en a 100 de plus. Donc on a diffusé la problématique des émeutes. Et ce qu'on a constaté également, c'est qu'elles se sont déclenchées beaucoup plus vite. Au moment de 2005, c'était resté dans les 3-4 premiers jours uniquement à Clichy-Montfermeil, où les deux jeunes, Ziad et Bouna, avaient trouvé la mort. Et ils étaient originaires de ces communes, avant que ça se propage un peu partout en France. Cette année, dès le soir de la mort du jeune Naël, il y a toute une partie de l'Île-de-France qui s'est embrasée, pas uniquement à Nanterre, et puis aussi toute une série de communes en France. Et dès le lendemain, donc le mercredi, puis le jeudi, le phénomène s'est métastasé un petit peu partout. Alors ça dit l'immense émotion que ça a généré dans une partie de la population, mais ça nous montre aussi peut-être la progression du processus de décivilisation. Et puis il y a aussi des explications ou des facteurs technologiques. Il y a les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas eu cette vidéo de ce drame, sans doute que ça n'aurait pas pris les mêmes proportions. Mais la vidéo n'a pas servi qu'à diffuser cette image. Les réseaux sociaux, excusez-moi, ces réseaux sociaux ont énormément véhiculé ensuite d'images prises par les émeutiers qui filmaient une voiture en feu, un magasin pillé, etc., etc., et qui, par mimétisme, ont emballé la chose. Je vous rappelle que BFM va émettre pour la première fois en France fin novembre 2005, donc ils commencent leur existence après les émeutes. Et que Facebook arrive en France en 2008, Twitter en 2006, et le célébrissime TikTok chez les jeunes, c'est beaucoup plus récent. Donc en 2005, on n'a quasiment pas de chaîne d'infos et on n'a pas non plus les réseaux sociaux. Et tout ça a fait office de caisse de résonance. Mais nous ne nous y trompons pas. Les réseaux sociaux, en fait, ça a été que, comme pendant un feu de forêt, le vent qui attise un incendie et qui colporte les escarbilles un peu plus loin. La forêt qui s'est embrasée, c'était un peu la garrigue l'été, elle attendait qu'une allumette. Et donc on était sur cette poudrière déjà depuis un moment. Et donc moi je suis assez frappé de voir comment, alors on verra ce qui se passe le 13 juillet au soir et le 14, mais comment la machine politico-médiatique a déjà tourné la page. On est sur les départs en vacances, on va être sur la canicule, on est sur des faits divers, on va être sur les orages dans votre région, etc., etc. Et donc, comme si s'était rien passé. On a quand même eu encore une fois plus de 600 millions de dégâts. Il y a eu 105 ou 120 mairies attaquées, 12 000 voitures brûlées contre 9 000 en 2005. Et donc, c'est quand même un séisme de première grandeur qui doit collectivement nous interroger et sur lequel il faudrait quand même essayer de procéder à un retour d'expérience.
on a le sentiment parfois du côté de nos élites dirigeantes que la seule préoccupation, c'est tout faire en sorte pour que ça ne se reproduise pas au moment des JO parce que ça ferait tâche. Mais que ça se reproduise pendant les JO ou pas, c'est pas le problème, c'est que ça se reproduise tout court qui est le sujet. Encore une fois, il y a eu 3000 interpellations, 775 membres des forces de l'ordre qui ont été blessés, et on a l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Donc ça fait partie aussi, ce flux médiatique incessant qui empêche de nous fixer, d'essayer de prendre un peu de recul et de perspective. Ça fait aussi un peu partie de ces métamorphoses françaises sur lesquelles je voulais échanger avec vous. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de soirée. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. C'était une grande analyse et un décryptage très utile. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à l'événement en tant que tel, et ça peut faire du bien. Je vous rappelle que Jérôme Fourquet dédicacera ses ouvrages à l'issue de la soirée. Donc encore un grand bravo. Merci à vous. Vous pouvez encore...